la discussion afin de permettre aux professeurs qui vont intervenir de pouvoir apporter des réponses et proposer des solutions à ce problème bien déterminé. Et pour le partage de ce thème, nous avons l'honneur ce matin de recevoir M. Ndao, Malik Ndao, qui est maîtrisard ou bien qui est en train de faire sa maîtrise au niveau de l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop. De partager aussi la réflexion avec M. Sougou, avec qui d'ailleurs nous avons le noble plaisir de partager cette réflexion dans le but d'apporter le plus possible d'arguments, de réponses pour satisfaire à vos attentes. Et pour l'ouverture de ce débat, je l'appelle ainsi, parce qu'il ne s'agit pas de rester devant nous, de nous écouter, de nous laisser parler, de prendre note et ensuite partir. Ce n'est pas philosopher. D'ailleurs, l'espace est bien choisi. Et comme donc je désirais m'offrir en votre magnificence avec quelques témoignages de ma soumission envers cette magnificence, je n'ai trouvé dans mon bagage, pour plager un peu Machiavel, chose dont je fasse plus de cas et d'estime que la reconnaissance des actions des grands hommes. Reconnaissance que m'ont enseigné un long apprentissage des leçons traditionnelles et une lecture continuelle de celles modernes. Et après les avoir recueillis, analysés, interprétés et réduits en ce moment en un petit volume, je les envoie à votre magnificence, à vous le public, pour vous dire de par cette merveilleuse discipline que vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique dans la façon d'écouter et c'est ce dont nous avons besoin pour davantage aider à mieux comprendre le sens du thème de réflexion. Nous allons commencer par donner la parole à M. Sougou qui va procéder à l'ouverture et apporter sa contribution. Prenez note, prenez note. M. Diallo est là pour nous aider à modérer. S'il y a des élèves qui souhaiteraient poser des questions, et j'espère qu'il y en aura bien évidemment, nous nous ouvrons à vous pour répondre à ces questions. Après donc l'intervention de M. Sougou, nous aurons l'occasion de passer la parole à M. Malik Ndao et ensuite un autre professeur va intervenir. D'ailleurs, c'est lui qui m'appelle. Il est déjà au rendez-vous. Je dois me retirer un petit moment pour aller le prendre et partager avec lui la réflexion. Pour vous dire que nous n'avons ménagé aucun effort pour inviter d'autres professeurs à partager avec vous ce jour ô combien important. Et je profite de l'occasion pour dire merci. Merci à l'ensemble du corps professoral de Mashallah School. Merci à notre directeur Arfan Khan pour les nobles initiatives que vous ne cessez pratiquement de mûrir, histoire de faire de sorte à ce que Mashallah School soit le meilleur des établissements. Merci beaucoup à vous tous. Parole donc est donnée à M. Sougou pour débuter avec son intervention. Je vous demande de l'écouter religieusement. Merci. Chers professeurs, bonjour chers collègues, bonjour notamment chers doyens. Je profite de l'occasion pour remercier le doyen M. Wele qui, de par sa modestie et de par son humilité, a porté son choix en ma personne, ce qui n'est pas évident dans la cohésion afin d'apporter le meilleur à nos frères et sœurs. Donc, encore une fois, je vous remercie. Je remercie le directeur du groupe Mashallah School, M. Khan, toujours
par son engagement et sa détermination de vouloir fournir et de vouloir bien faire. Nous vous saluons encore une fois, chers élèves. Et je vais peut-être commencer par vous encourager d'abord. Mais quand je dis que je vais vous encourager, c'est peut-être pour nous encourager nous-mêmes qui sommes là pour vous donner quelque chose qui vous sera utile. Comme j'ai l'habitude de dire, quand on aime une personne de par sa richesse, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'affection. Quand on aime une personne de par son intelligence, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Quand on aime une personne de par sa beauté, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Mais quand on aime une personne sans savoir pourquoi on l'aime, pour moi c'est ça l'amour. Et pour moi la philosophie, c'est l'amour. Et c'est cet amour qui nous réunit ici pour échanger, mais pour échanger dans un contexte qui est vaste. Et cette immensité du contexte philosophique fera à ce qu'on sera angoissé de prendre la parole devant un public. Pourquoi? Parce que parler de la philosophie, c'est parler de tout et de rien. Quand je dis que parler de la philosophie, c'est parler de tout et de rien, je vais mettre l'accent sur le tout en disant que de ce qui la caractérise, la philosophie a une certaine immensité. Maintenant, puisqu'elle est immense et puisqu'elle s'interroge sur tout, ce serait donc angoissant de se prononcer au-delà d'une telle discipline, mais aussi en deçà d'une telle discipline. Et la question qui va se poser est comment s'interroger à cette discipline. Mais je pense qu'on va essayer de s'y mettre. Pourquoi? Parce que le thème qui nous est proposé, je me dis, il nous est favorable, au point où on s'est posé la question comment philosopher ou bien comment rechercher des idées philosophiques. Cette question est facile à répondre comme elle est difficile à répondre. Pourquoi elle est facile à répondre? Pourquoi elle est difficile à répondre? Ce sont ces conditions qui vont nous permettre d'essayer de répondre à une telle interrogation. Mais je pense que si on se pose la question comment philosopher et comment apporter des idées en la réflexion philosophique, ce serait évident d'abord de se poser la question à savoir qu'est-ce que la philosophie. Maintenant, demander la question qu'est-ce que la philosophie, peut-être, c'est commencer par essayer de s'interroger sur les origines de la philosophie. Et comme vous le savez, la philosophie est taxée comme une discipline qui a une multiplicité d'origines. Pourquoi? Parce qu'il y a des thèses qui se posent selon lesquelles la philosophie est née en Égypte. Pour l'autre thèse, la philosophie serait née en Grèce. Mais de tout ce que nous allons retenir est que parler d'origine de la philosophie en ce qui nous intéresse, c'est parler de l'origine intellectuelle de la philosophie. Maintenant, cette origine intellectuelle de la philosophie n'est autre qu'à rechercher au niveau de cette première condition qui est assimilée en l'endroit d'une telle activité, qui est quoi? L'étonnement. Dire que l'étonnement est l'origine intellectuelle de la philosophie, c'est dire que la philosophie est née de l'étonnement. Maintenant, la question qui va se poser est qu'est-ce que l'étonnement? Demander la question qu'est-ce que l'étonnement, c'est peut-être essayer de caractériser une telle notion philosophique à cette notion que l'on a dans l'opinion courante. À savoir, pour certains, l'étonnement est le fait peut-être d'être frappé par ce qui nous est surpris. Et si on part de cette conception de l'étonnement, de l'opinion courante, on va peut-être prendre cette conception pour comprendre l'étonnement philosophique comme étant le fait d'être dans une situation angoissante. Et disait un philosophe camerounais du nom de Ebenezer Joe, qui disait que la conscience, la philosophie est née de la conscience angoissée. Et si la philosophie est née de la conscience angoissée, cette angoisse qui est à l'endroit de la conscience de celui qui se donne le droit de se prononcer en la philosophie n'a commencé que par cet étonnement dont je parle. Maintenant, dire que la philosophie est née de l'étonnement, c'est comprendre que l'étonnement est le fondement de la philosophie. Cette discipline a commencé par l'étonnement. Et c'est sur cet étonnement que se sont prononcés certains philosophes pour assurer une certaine rupture entre
les pratiques anciennes ou bien les anciennes connaissances par rapport à une connaissance qui a émergé et qui a donné les fruits de son émergence, qu'est la philosophie. Et disait en ce sens Aristote que la philosophie est fille de l'étonnement. Dans son ouvrage intitulé La métaphysique, il assure par là, c'est en effet l'étonnement qui a poussé les premiers penseurs à se donner aux premières spéculations philosophiques. Et si on retient par là que l'étonnement est la mère de la philosophie, ou pour dire contrairement que la philosophie est fille de l'étonnement, ce serait un point de départ pour commencer à cadrer la philosophie dans... Merci. C'est cadrer en quelque sorte la philosophie. Et cela va nous permettre, en d'autres termes, de pouvoir répondre à cette question qui va nous permettre toujours de plonger dans le thème qui nous est donné, qui est comment philosopher. Et je dis, pour répondre à cette question qui est posée comme thème, il faut commencer par dire qu'est-ce que c'est que la philosophie. Mais de tout ce que vous savez et de tout ce que vous ont dit les doyens, la philosophie ne peut pas être définie. Mais quand on dit que la philosophie ne peut pas être définie, il faut convoquer en ce sens les raisons qui font à ce que cette discipline ne parvient pas à être définie. Et pour ces raisons, nous en retenons trois d'une manière principale, à savoir l'immensité de son champ de réflexion, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi il y a la pluralité d'une telle discipline, mais aussi la non-convergence des idées. Commencer par dire que la philosophie a un champ de réflexion qui est immense. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est dire que la philosophie s'intéresse sur tout ce qui existe. Son objet d'étude, c'est le global. Pourquoi? À la différence des autres disciplines, à savoir les mathématiques, à savoir l'histoire, à savoir la géographie, chacune de ces disciplines a un objet d'étude qui lui est propre. Chacune de ces disciplines est enfermée dans un domaine particulier. Mais quant à la philosophie, elle n'a pas un objet qui lui est propre. Elle commence par être à elle-même son propre objet d'étude. Et autant que la philosophie va commencer par être à elle-même son propre objet d'étude, elle commence à se réfléchir sur elle-même avant de réfléchir sur autre. Et le fait qu'elle se donne le droit de réfléchir sur elle-même et de réfléchir sur les autres modes de connaissance, c'est ce qui fait qu'elle essaie d'embrasser la totalité des choses. Et si la philosophie réclame une certaine immensité, mes chers, il serait donc impossible de réclamer une définition à une telle discipline. Pourquoi? Revenons à l'étymologie du terme définir. Définir en bon français viendrait du latin définire, qui signifie quoi? Clôturer. Qui signifie quoi? Tracer des limites, donner des bornes. Et s'il en est ainsi, on va essayer de voir si la philosophie en a pour la définir. Et de ce que j'ai dit tout à l'heure, la philosophie n'a pas de limites, la philosophie n'a pas de bornes, la philosophie ne peut pas être clôturée. Donc s'il en est ainsi, on va retenir d'emblée qu'une telle discipline ne peut pas être définie. Mais la deuxième raison que j'ai évoquée tout à l'heure est qu'il y a la pluralité qui gouverne, la pluralité qui accentue la philosophie. Dire que la philosophie, elle est plurielle, ce n'est pas dire qu'en conjuguant la philosophie, on va dire la philosophie sont. Non, on dit la philosophie est. Mais revendiquer une certaine pluralité revient à revendiquer l'existence de plusieurs systèmes philosophiques. En philosophie, il n'y a pas une philosophie que l'on puisse apprendre, mais il n'y a que des philosophies. Et s'il n'y a que des philosophies, il serait donc absurde de croire donner une définition à la philosophie. Et c'est en cette situation que Emmanuel Kant, lorsqu'on lui avait demandé la question selon laquelle qu'est-ce que la philosophie, il répondit: si on entend par la philosophie un ensemble de connaissances enfermées dans un ouvrage dont il me suffirait apprendre pour me proclamer philosophe, alors cette philosophie n'existe pas. Qu'entendons-nous par ces affirmations d'Emmanuel Kant? Qu'en réalité, on ne peut pas apprendre la philosophie, mais on ne peut apprendre qu'à philosopher à juste compte.
Et si on ne peut apprendre qu'à philosopher, il serait en cette situation reconnaissant pour celui qui se proclame philosophe de pouvoir répondre à la question comment philosopher qui est le thème. Mais toujours à travers cette deuxième raison, il y a une autre raison qui milite en faveur de la non-définissabilité entre guillemets de la philosophie. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la non-convergence des idées. Vous savez que dans les autres disciplines, comme celle que j'ai citée tout à l'heure, l'histoire, la géographie, les mathématiques, parmi ces disciplines, les professeurs qui y sont dans le cours essayeront de répondre à la seule question, qu'est-ce que l'histoire? Et je pense que depuis qu'on nous a commencé à nous apprendre ces disciplines, on a commencé par nous dire que l'histoire c'est la science qui étudie le passé des hommes. S'il en est ainsi, on ne peut pas dire ce que c'est que la philosophie. Et tous les professeurs d'histoire s'accordent sur la définition selon laquelle que l'histoire, c'est la science qui étudie le passé des hommes. Mais cet accord-là ne se trouve pas à l'endroit des professeurs qui se réclament philosophes entre guillemets. Pourquoi? Parce que chacun a sa conception et sa perception de ce que c'est que la philosophie. Et si la philosophie est telle, considérée, si la philosophie est engendrée à ses contingences, on pourrait dire qu'elle ne peut pas être définie. Pourquoi? Parce qu'il y a des querelles, pour ne pas dire des guerres qui sonnent à son endroit. C'est la raison pour laquelle toujours, pour ce philosophe du siècle des Lumières, Emmanuel Kant, lorsqu'on lui avait demandé toujours la question à savoir à quoi vous ressemble l'histoire de la philosophie, il répondit qu'à moi, Kant, l'histoire de la philosophie me ressemble comme un immense arène de gladiateurs, par où s'affrontent des théories opposées et qu'on ne va jamais y trouver ni vainqueur ni vaincu. C'est-à-dire, merci encore. Et si, à l'endroit de la philosophie, on ne peut pas trouver ni vainqueur ni vaincu, c'est-à-dire chacun peut se réclamer philosophe, chacun peut réclamer avoir le monopole de la philosophie, mais chaque philosophie va être remise en question. Parce que vous savez qu'il y a le désaccord par là qui va nourrir la philosophie. Raison pour laquelle, en philosophie, chaque philosophe essaie pour se poser comme la philosophie, mais jamais aucune philosophie ne parvient à se poser comme la philosophie. Pourquoi? Car toute philosophie qui prétend à se poser comme la philosophie va voir une autre philosophie se poser à elle pour se poser comme la philosophie. En d'autres termes, la philosophie n'est qu'une bataille permanente, n'est qu'une bataille perpétuelle, et cette bataille incessante qui sonne toujours à l'endroit de cette discipline fait à ce que personne ne parvient à dire ce que c'est que la philosophie. Mais si on ne peut pas dire ce que c'est que la philosophie, comme le disait l'un de nos doyens, qui disait qu'en philosophie on a Sophie. Si la philosophie est femme et si elle est Sophie, qu'est-ce qui caractérise cette femme qui s'appelle Sophie? C'est parce qu'elle est courtisée par tous les hommes. On lui adresse les meilleurs poèmes, on lui donne les meilleurs bouquets de fleurs, mais elle ne se laisse embrasser par aucun de ses soutirants. Une manière de montrer. C'est le propos d'un doyen de nous. Il dit en ce sens, ou bien il voulait dire en ce sens, qu'il y a une poursuite que l'on fait en la philosophie, mais jamais la philosophie n'est acquise. Jamais la philosophie n'est détenue. Pourquoi la philosophie n'est pas détenue? Je l'ai dit tout à l'heure. Chaque philosophie qui se pose va voir une autre philosophie se poser à elle. Mais comme par là, on ne parvient pas à peut-être dire ce que c'est que la philosophie, je pense qu'il serait acceptable d'essayer de dire ce qu'est la philosophie en se posant la question qu'est-ce qu'elle n'est pas. Oui, parce que si on se pose la question ce que n'est pas la philosophie ou qu'est-ce que n'est pas la philosophie, on pourrait avoir la lumière de ce que c'est la philosophie ou bien de ce qu'elle pourrait être. Et si on se pose la question qu'est-ce que n'est pas la philosophie, pour ne pas être trop long, il y a Platon qui essaie de répondre à une telle interrogation dans son ouvrage intitulé Le banquet. Parce que vous savez que le banquet c'est comme une sorte de restaurant par où on échange, mais en y échangeant on boit et on mange. Et Platon dit qu'il y a des gens qui sont acceptés au niveau de ce banquet, mais il y a des gens qui ne sont pas acceptés, c'est-à-dire ils ne sont pas invités. Quels sont ces gens-là qui ne sont pas invités à ce banquet? Il dit
les savants ne sont pas invités. Il dit, les ignorants ne sont pas invités. Qui est invité donc, c'est celui qui n'est ni savant, ni ignorant. Et en disant que dans le banquet, ni le savant, ni l'ignorant ne sont invités, qui pourraient être invités. C'est en cette situation que Platon dira que les savants ne philosophent pas. Car quand on est savant, on ne désire plus avoir une connaissance. Les ignorants non plus ne philosophent pas. Car l'ignorance a ceci de fâcheux, que n'ayant ni beauté, ni bonté, ni science, on s'en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Et si quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas, on va comprendre en ce sens que l'ignorant ne pense pas manquer d'une chose. Le savant non plus ne pense pas manquer d'une chose. Mais quelle est cette chose qui va représenter ce manque? Ce ne serait autre que la connaissance. Maintenant, celui qui va prendre conscience à cette connaissance, c'est celui qui peut se réclamer d'emblée comme étant un philosophe. Par où on a l'étymologie du terme selon laquelle la philosophie est l'amour de la sagesse. Et si la philosophie est perçue en ce sens comme l'amour de la sagesse, il serait d'une nécessité, d'une évidence, d'essayer de voir qu'est-ce que c'est que l'amour en tant que tel, qu'est-ce que c'est que la sagesse. D'une manière réduite, on va considérer l'amour comme étant la conscience d'un manque et tendance vers l'objet capable de combler ce manque. La sagesse, elle a deux sens chez les Grecs. Il y a la sagesse comme savoir et la sagesse comme pratique. Mais si la sagesse est divisée en ces deux termes, chers élèves, il y a la pratique, il y a le savoir. Mais dans l'opinion courante, on dit que quelqu'un est sage au moment où il essaie d'inculquer en lui des valeurs, la sagesse pratique. Mais la question que je me pose, et j'aime toujours procéder par cette métaphore, est est-ce qu'on peut avoir de bonnes pratiques sans pourtant avoir une certaine connaissance des choses? Une manière imagée de montrer que c'est la connaissance qui détermine toujours ce qu'on appelle l'attitude de la personne, ses comportements. Et si la philosophie est amour de la sagesse, et que cette sagesse-là est réduite en deux sens, la sagesse spéculative et la sagesse pratique, il faudrait comprendre que pour avoir de bonnes attitudes, de bons comportements, de bonnes pratiques, il serait nécessaire d'essayer d'acquérir de la connaissance. Et j'ai l'habitude de donner l'exemple selon lequel, quand on voit quelqu'un avec une attitude décevante ici, la question que l'on va se poser, nous tous, est que, est-ce qu'il a fait les bancs? Oui, parce que nous, qui avons fait les bancs, nous qui avons une certaine connaissance des choses, ne sommes pas censés à pratiquer certaines pratiques. L'exemple d'aller uriner dans les rues. Donc vous voyez en quel sens cette sagesse en matière de connaissance va nous inculquer en des valeurs jusqu'à avoir de bonnes pratiques. Et s'il en est ainsi, on va considérer la philosophie comme étant un art de vivre. Et si la philosophie peut être perçue par là comme un art de vivre, on va comprendre qu'une telle discipline nous fait refléter la morale. Qu'est-ce que c'est que la morale? Ce ne serait autre, d'une manière plus terre-à-terre définissable, que l'acquisition de la nature humaine dans sa complexion la plus achevée. Et l'homme ne peut pas essayer d'acquérir sa nature dans sa complexion la plus achevée ou la plus parfaite sans pour autant s'adonner à cet exercice-là qu'il va faire à l'endroit de la recherche de la connaissance. Quel est cet exercice? Cet exercice n'est autre que la réflexion. Qu'est-ce qu'elle est réellement? Elle peut être conçue comme étant le mouvement de retour de la pensée sur elle-même. Et autant que la réflexion est-elle perçue, il serait donc compréhensible de dire que le philosophe qui se sait, n'ayant pas la connaissance, et qui va se donner le droit d'aller à sa recherche, va procéder forcément à cette réflexion. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait toujours cette conscience de notre ignorance pour se proclamer philosophe, ou bien pour pouvoir procéder et pour pouvoir se conjuguer à cette discipline philosophique. Raison pour laquelle, classe, quand on parle d'ignorance, il faut peut-être distinguer cette ignorance de l'ignorance de Socrate, qui est conçue comme étant une ignorance doctorale ou une ignorance savante. L'ignorance de Socrate n'est pas l'ignorance de l'ignorant ignorant sa propre ignorance. Raison pour laquelle, comme vous le savez, il ne cessait, ce Socrate, peut-être de réunir ses interlocuteurs autour des tables ou bien dans les rues, malgré qu'il était vilain qu'un demi,
il promenait pieds nus, habits déchirés, il disait que j'ai la mission divine de sortir Athènes de son ignorance. Raison pour laquelle il leur ressemblait. Et quand il leur ressemblait, il leur posait toujours des questions qui taraudaient les esprits. Raison pour laquelle on disait qu'il leur faisait réveiller leur ignorance. Raison pour laquelle toujours il y a certains de ses disciples du nom de Ménon qui lui avaient taxé de torpille marine. La torpille marine est un poisson qui essaie de piéger les autres poissons pour avoir sa proie. C'est de cette même manière que Socrate procédait avec ses interlocuteurs. Raison pour laquelle Ménon l'a taxé ainsi. Et lorsqu'il essayait de procéder à ça, il faisait comprendre, comme je l'ai dit toujours, aux gens qu'on ne peut pas se croire savant sans pour autant reconnaître notre ignorance. Et c'est en cette situation, lorsque toujours il était entouré par ses 10 interlocuteurs, les gens, toujours, ils le regardaient. Certains parvenaient à lui dire d'une manière basse que vraiment, toi Socrate, on ne peut pas être comme toi. Parce que tu as vraiment une tête qui est remplie de connaissances, tu es déjà un savant. Et nous, vraiment, on ne peut pas avoir la dimension de ce que tu nous dis parce que nos têtes sont vides. Mais qu'est-ce que Socrate leur a dit? La différence entre vous et moi, ce n'est pas parce que j'ai une tête remplie de connaissances et vous des têtes vides. Mais la différence ne serait que moi, je suis conscient de mon ignorance et vous, vous n'êtes pas conscient de votre ignorance. Et autant que je suis conscient de mon ignorance, je vais me donner le droit d'aller à la recherche de la connaissance par moi-même et pour moi-même. Donc, on résume par là que la philosophie n'est pas une possession du savoir, que la philosophie n'est pas le fait de détenir le savoir, mais aussi la philosophie, mais surtout la philosophie, elle est la quête de ce savoir, de cette connaissance. Et si la philosophie est ainsi perçue, Socrate, par cela, a adopté un procédé que l'on appelle la maïtique, l'art d'accoucher les esprits, le fait de revenir sur soi-même, avec sa fameuse formule « connais-toi toi-même », une manière de montrer que c'est la connaissance de soi qui demeure le premier pas pour aller vers le savoir. Et si on ne se connaît pas, on ne va pas pouvoir se donner la légitimité d'aller se conjuguer à une activité qui n'est réservée que pour ceux qui n'ignorent pas leur ignorance, mais qui en sont plutôt conscients. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la philosophie est réflexion. Mais si elle est réflexion sur quoi? Elle est réflexion sur la totalité des choses. Et si elle est réflexion sur la totalité des choses, et que pour se proclamer philosophe, il faut qu'on inculque en nous une certaine attitude, la philosophie commence par être une activité personnelle. Raison pour laquelle cet aspect personnel a été revendiqué par presque tous les philosophes, à commencer par Nietzsche, qui avait dit à l'un des étudiants, lorsqu'il avait fini de faire sa conférence, l'étudiant l'a poursuivi pour lui demander une seule chose. Nietzsche, je veux que tu sois mon maître et que je sois ton disciple. Nietzsche a attendu une interpellation de l'étudiant pour lui dire que mon silence montre que tu n'as rien compris de ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit depuis tout à l'heure? Qu'en philosophie, il n'y a pas de maître, mais il n'y a que ta philosophie. Et s'il n'y a pas de maître sur qui on devait s'agenouiller pour lui proclamer une certaine connaissance, il serait compréhensible en sens que la philosophie est une affaire personnelle. Et toujours montrer que la philosophie est une affaire personnelle, c'est se poser toujours la question comment philosopher. Et Nietzsche dit à l'étudiant que tu dois essayer de bâtir ta propre philosophie et non pas se conformer à ma philosophie. Tu dois me tuer non pas peut-être en me mettant un couteau ou bien en me mettant une balle, mais me tuer en me destituant. Et par là, Nietzsche finit par dire que c'est de mal payer son maître que de rester éternellement son disciple. Si donc la philosophie elle est personnelle, cet aspect personnel, encore une fois, revendique le caractère autonome que doit revendiquer celui qui se proclame en cette discipline. Et si on se réclame philosophe, on n'est pas philosophe. Oui, parce que, disait en ce sens Épictète, que quand vous êtes devant des profanes, ne parlez pas des principes de la philosophie. Quand vous êtes devant des profanes, ne manifestez pas la philosophie, mais essayez d'être conforme à ces profanes. C'est comme si tu es dans un banquet. Il ne faut pas dire aux personnes comment manger,
mais mange comme il faut. Et quand ils te verront manger comme il faut, ils vont essayer de te suivre dans tes pas. Toujours pour montrer que réclamer la philosophie, c'est incarner une certaine valeur. Et c'est cette valeur-là qui va peut-être réduire l'homme à sa modestie et qui va faire à ce qu'il pourra s'interroger sur tout et se donner la capacité de connaître. Mais toujours comme vous le savez, si donc la philosophie se caractérise par là, par cette réflexion, on va se poser la question, qu'est-ce qui la fonde? Elle n'est fondée que par le doute, l'étonnement et la remise en question. Et ce doute, cet étonnement et cette remise en question tracent la nette différence entre le philosophe et celui que l'on appelle d'une manière prétentieuse dans notre jargon de terminale, l'homme du sens commun. Pourquoi? Parce que lui, il ne doute pas, il ne s'étonne pas, il ne remet pas en question. S'il en est ainsi, il se différencie de la philosophie. Et s'il se différencie de la philosophie, pour pouvoir savoir comment philosopher, il faut savoir d'abord se démarquer de l'opinion du sens commun. Pour le sens commun, c'est ce que tout le monde dit qui est la vérité. Mais pour le philosophe, ce que tout le monde dit peut être même le commencement de l'erreur. Donc pour le philosophe, il faut commencer à se détacher des préjugés, des vérités établies, des évidences. Pourquoi? Parce que selon l'homme du sens commun, le monde est fini, défini et évident, pour reprendre les mots de Bertrand Russell. L'homme du sens commun ne pense pas, il pense mal. Maintenant, s'il en est ainsi, le fait de se débarquer de l'opinion du sens commun et d'essayer de promouvoir une certaine attitude, c'est ce qui nous donne la légitimité de se proclamer philosophe et de s'interroger sur cette discipline philosophique. Raison pour laquelle je vais considérer, pour terminer, le philosophe comme étant un homme complet entre guillemets. Pourquoi je vais le considérer comme un homme complet? Parce que je vais me référer à la thèse d'un des savants, d'un des philosophes du nom de Mohamed Iqbal. Lorsqu'on lui avait demandé qu'est-ce qu'un homme complet, il dit l'homme complet n'est pas, comme on le croit, celui qui est abîmé au mystère des contemplations pures. Mais l'homme complet est celui qui se consacre entièrement à sa communauté. Et en se consacrant entièrement à sa communauté, il va devenir un inventeur d'idéal et de valeurs. Quel est cet homme complet? Il dit, c'est celui dont l'âme ne connaît pas de repos. Quel est cet homme complet? Il dit, c'est le poussier du cavalier du temps. Quel est cet homme complet? C'est le dernier de la création, mais la robe de la vie est taillée à sa mesure. Pourquoi je dis que le philosophe est cet homme complet entre guillemets? Pour cette thèse de Mohamed Iqbal, je vais me référer à la thèse de Platon dans son allégorie de la caverne. Là où il essaie de définir deux mondes, le monde intelligible et le monde sensible. Mais il dit qu'il y a quelqu'un qui s'est détaché de la chaîne pour aller vers le monde intelligible. Mais quand il va vers le monde intelligible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher ce qui se trouve là-bas. Il va savoir là où se trouve la connaissance, même s'il ne trouve pas l'accès d'y parvenir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il revient. Il revient pour faire quoi? Il contemple ses contemporains, comme l'a dit Mohamed Iqbal. Il essaie de réveiller l'ignorance qui dort. Il essaie de priver les gens de leur somnolence spirituelle. Et c'est en cette situation que le philosophe peut être conçu comme un homme complet, entre guillemets. C'est celui dont l'âme ne connaît pas de repos, comme l'a dit Mohamed Iqbal. Le philosophe est celui qui est à la recherche de la connaissance d'une manière perpétuelle et permanente. Et si la philosophie est-elle conçue, on pourrait dire toujours qu'elle peut réclamer une certaine utilité en une situation où elle nous procure une certaine satisfaction spirituelle, à la différence peut-être de la science, qui peut-être nous donne les nourritures matérielles que nous avons besoin, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'homme est de deux dimensions. Cette dimension spirituelle et cette dimension matérielle. Cette dimension matérielle, si elle est assurée par la science, c'est la philosophie qui ne peut qu'assurer cette dimension spirituelle. Raison pour laquelle on dit que la science, elle essaie de répondre aux questions du concatenatio omnium rerum, c'est-à-dire la question de la succession des phénomènes. Autrement dit, la question du comment des choses. Mais autant que la science essaie de répondre à la question du comment des choses,
nous qui sommes hommes, nous ne sommes pas intéressés seulement par cette question du comment des choses, mais aussi et surtout par la question du pourquoi des choses. Et c'est cette question du pourquoi des choses-là nous est proposée par la philosophie. Ce sont les questions d'où venons-nous, où allons-nous, quel est réellement le sens de l'existence. Et jamais ces questions ne peuvent être répondues par l'intermédiaire d'une discipline scientifique, mais par l'intermédiaire de la philosophie qui se donne le droit et le devoir de s'interroger sur ce qui n'est pas elle. Et c'est cette interrogation qu'il fera sur cette totalité qui va lui permettre d'aller plonger dans un autre monde qui n'est pas le mien. S'il en est ainsi, je pense assez répondu à cette question de comment philosopher. Mais comme je l'ai dit au début, comme on est dans l'angoisse et qu'on ne sait pas par où commencer et par où terminer, je pense qu'il serait compréhensible, il serait évident et nécessaire de passer la parole. Mais pour vous dire toujours que si la philosophie est-elle perçue, apprenez à philosopher par vous-même, même en empruntant les arguments de Sougou, de Vélez, essayons de se proclamer philosophe. Pourquoi? Parce que la philosophie nous incite une certaine liberté. Et c'est cette autonomie-là que l'on doit se procurer pour avoir de quoi nous servir. Raison pour laquelle vous êtes appelés peut-être à assister d'ici peu jours aux anticipés de philosophie. Ayez le confort,